Alexa Lavoie pour Rebel News et je suis présentement en présence de Jean-François Caron. Vous le connaissez, non seulement il prend la parole à la radio, il est aussi dans le podcast de Yann et Frank et il est de passage à Montréal puisqu'il a fait partie de l'émission Une époque formidable. Jean-François est politologue. Il enseigne à l'Université du Kazakhstan, mais en ce moment, il est basé en Arménie parce qu'il est professeur invité à l'Université américaine d'Arménie. Donc, Jean-François, je voulais vous avoir aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle des dérives wokistes qu'on a vues dans la société. On en voit de plus en plus, mais avec la dernière décision du Tribunal des droits de la personne, avec le centre de coiffure qu'on a vu ici à Montréal. Et je voulais vous entendre par rapport à ça, votre vision des choses quand vous avez entendu la décision du tribunal. Bien, écoute, dans les années 80, dans les années 90, lorsque le tribunal de la Commission des droits de la personne a été mis en place, l'idée, c'est une idée tout à fait noble, c'était de lutter contre la discrimination. Mais la discrimination, à l'époque, ça reposait sur des éléments objectifs. Donc, une personne noire, une personne handicapée. Maintenant, depuis les 20-25 dernières années, la Cour suprême du Canada a pris des décisions qui ont eu pour effet de rendre la discrimination subjective. Donc, c'est plus objectif. Les deux meilleures décisions, ce sont les décisions Amsalem et Moultani. C'était des individus de communautés religieuses minoritaires qui ont fait prévaloir le fait que leur interprétation subjective de la croyance religieuse devait être respectée et les juges de la Cour suprême leur ont donné raison. Donc, à ce moment-là, on a ouvert une espèce de boîte de Pandore où l'appréciation de la discrimination ne repose plus sur des éléments objectifs, mais sur des éléments subjectifs. Donc, inévitablement, ce qu'on a assisté avec le salon de coiffure, la cause récente, c'est un individu qui, subjectivement, ne se considère pas comme un homme ou une femme, réclame un traitement différencié et fait prévaloir que cette personne-là, maintenant, fait face à de la discrimination. Or, en termes de genre, il y a deux réalités objectives. Il y a les hommes et il y a les femmes. Mais le fait qu'on donne, qu'on accorde de la valeur à cet argument-là montre très bien que la pente qui a été ouverte il y a 20-25 ans par la Cour suprême en matière de croyances religieuses, maintenant s'applique en matière de croyances de genre. Puis si on commence à plaider la discrimination sur des éléments subjectifs en matière de genre, ben vous allez avoir affaire à des milliers et des milliers de personnes qui vont plaider une identité X ou Y et vont affirmer qu'ils sont victimes de discrimination. Or, imaginez-vous, par exemple, lorsque vous êtes propriétaire d'une PME, d'un salon de coiffure, en l'occurrence, ben vous commencez à marcher sur des œufs parce que vous vous dites, je n'ai aucune garantie que ce que j'écris sur ma liste de prix va pas dans quelques mois, dans quelques années, être utilisé par une personne qui, en raison d'une croyance identitaire subjective, va dire qu'elle fait face à une forme de discrimination et me réclamer 500$ ou 12 500$. Donc, il y a un élément comme ça qui risque de décourager les entrepreneurs de se lancer en affaires parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de garantie, il n'y a plus de certitude à l'effet de savoir ce qu'on écrit sur notre liste de prix qui, en soi, ça n'a pas pour objectif de discriminer délibérément des individus. Il n'y a absolument aucune intention malicieuse, mais maintenant, il n'y a plus aucune garantie ou plus aucune certitude qu'une personne, à un certain moment, va dire, ce que vous écrivez qui coûte 30$, c'est une forme de discrimination parce que moi, je considère que l'utilisation de ce mot-là est offensant pour ma conception subjective de mon identité. Donc, c'est une porte ouverte, c'est une dérive, puisqu'il n'y aura plus aucune limite. Pourquoi le Québec, on est comme ça? Parce qu'on voit aux États-Unis, il y a un changement qui est en train de se faire au niveau de, justement, là, ces idées subjectives d'être que les gens veulent être. On l'a vu au UK, la Cour avait aussi donné comme décision qu'il y avait deux sexes, hommes, femmes. Pourquoi le Québec, on voit qu'il y a autant de dérives? Ben, on vit dans une société, depuis les 50 dernières années, c'est la société des droits. Les gens ont le droit de s'exprimer comme ils le souhaitent, d'exprimer leur droit à l'authenticité. Puis on a surtout développé une espèce de doxa dominante à l'effet qu'on n'a pas le droit de discriminer les individus, on doit les reconnaître à tout prix. Donc, il y a 20 ans, 25 ans de ça, lorsque la Cour suprême a pris ces décisions-là, maintenant, c'est facile de dire ça a posteriori, évidemment, mais peut-être qu'à ce moment-là, on aurait dû se dire, il y a un danger à établir une norme où tout tourne autour de la croyance subjective. On devrait s'en tenir à des réalités objectives,
Puis on n'a pas fait cet examen de conscience-là à l'époque, puis maintenant, ben, on en paye le prix. Parce qu'on l'a vu également, il y a aussi les médias qui ont de la misère. Tu sais, lorsqu'il y a eu la tragédie en Colombie-Britannique, à Tumbler Ridge, encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est une femme qui a commis l'acte parce que les médias continuent à dire la tireuse, elle, la femme, alors que ce n'est pas ce qui représente la réalité. La personne qui a commis le crime était un homme. Pourquoi on voit cette dérive également dans les médias où ils ne sont pas capables de nommer les faits? Ben, je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, l'idée de on n'a pas le droit de discriminer les individus, donc ils décident d'appliquer cette logique-là qui prévaut depuis 50 ans. Puis d'autre part, ben, je pense qu'ils ont aussi peur de se faire poursuivre par ces individus-là qui risqueraient de dire, ben, par votre entrevue, par votre reportage, vous m'avez mégenré, ce qui m'a offensé, et c'est en soi de la discrimination. Mais la personne est morte. La personne est décédée. Oui, exactement. Mais oui, ça rend la chose encore plus pathétique. Mais globalement, des fois, les gens sont pas décédés, et c'est par exemple, dans le cas du salon de coiffeur, et c'est cette crainte d'être poursuivi pour les mêmes motifs que la personne a poursuivi le salon de coiffure. Donc, il y a une espèce ils sont embarqués dans une doxa dominante, puis ils s'en rendent même plus compte, mais en parallèle, vous avez aussi la crainte de se faire poursuivre, mais j'ai l'impression qu'il commence à être une crainte qui va être largement partagée par beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, qui commencent à avoir des cas de juridiques, des cas judiciaires comme ceux-là, où vraiment des entités se font condamner à verser des sommes toutes symboliques, mais si comme les croyances sont subjectives maintenant, mettez 1000 personnes qui commencent à poursuivre une compagnie, une entité pour des cas de discrimination sur des bases subjectives, ben ça commence à faire beaucoup de $500. Donc, afin d'éviter ce genre de poursuite-là, ben c'est le retrait. C'est le principe de la non-résistance, d'accepter tout simplement le fait accompli pour qu'on nous foute la paix. Donc, c'est un manque de courage de leur part. Mais tu sais, pour revenir au cas du salon de coiffure, bon, le tribunal, ce sont des juges qui sont quand même appointés pour ce tribunal-là. Ça a été quasiment unanime, la décision finale de prendre la décision que c'était la personne non-binaire qui gagnait, qui allait avoir $500. Et là, il y a la cour d'appel. Qu'est-ce que ça pourrait être, justement, les conséquences de ne pas renverser cette décision-là finale? Là? Ben, ça fait jurisprudence. Ça fait jurisprudence. Puis maintenant, des personnes qui s'identifient de manière subjective, comme dans ce cas-ci, vont avoir carte blanche pour poursuivre à peu près n'importe quelle compagnie ou qui vont afficher quoi que ce soit sur leur site web ou des listes de prix pour dire que c'est une forme de discrimination. D'ailleurs, la personne, dans ce cas-ci, elle s'en est pas cachée sur les réseaux sociaux, a fait état de la différente liste des entités qu'il ou elle poursuit. Donc, ça semble être une espèce de mode de vie, une espèce de mission. Donc, maintenant, on a les tribunaux ont dit à cette personne-là, ben, on reconnaît que vous avez été victime de discrimination. Vous avez maintenant une jurisprudence pour essentiellement continuer à faire la même chose avec d'autres compagnies, d'autres entités. Mais imaginez si vous avez ne serait-ce que 100 autres personnes qui décident de faire exactement la même chose, vous allez retrouver dans un système complètement bordélique où n'importe qui va être en mesure de plaider des formes de discrimination qui en réalité n'existent pas sur des bases objectives. Dans ce dossier-là, où les juges se sont rangés de son côté du fait que, bon, se considère non-binaire, cette personne, mais... la chose, c'est qu'on le voit également dans d'autres cas juridiques où des personnes, soit qui sont des personnes non-binaires ou qui sont partie de la minorité, ont souvent des peines bonbons ou des peines qui sont plus faibles, en fait. On voit qu'on dirait qu'il y a une clémence, on dirait, envers ces individus-là. C'est quoi les conséquences d'avoir tout le temps des peines clémentes pour des personnes soit de minorité ou soit qui s'identifient comme des gens qui s'identifient comme des natifs ou qui s'identifient comme des personnes non genrées ou des choses comme ça? Il n'y a pas un certain danger à long terme? Oui, puis en fait, ce que ça représente aussi, c'est l'idée de la victimite aiguë.
qu'on valorise aussi au Canada depuis une cinquantaine d'années. Donc, l'idée, c'est on doit comprendre ces gens-là d'avoir commis un crime parce qu'ils ont été victimes de discrimination dans le passé, ils ont eu une enfance difficile, ils font preuve de racisme systémique. Donc, quand on commence à établir une croyance comme celle-là dans la société, ben ça en vient à avaliser des décisions comme celle-là, où les juges vont se mettre au diapason de l'opinion sociale, en disant, bon, mais la personne n'est pas en réalité entièrement responsable de son crime, parce qu'une part de cette responsabilité-là, en réalité, dépend de la société, qui a été raciste, qui a été xénophobe historiquement. Donc, ça vient en quelque sorte apporter une forme ça devrait justifier une forme de pardon, une forme d'explication pour expliquant la raison pour laquelle la personne a commis ce geste-là, parce que c'est comme si la personne avait été conditionnée par la société à être une mauvaise personne ou à pas être en mesure d'accepter les normes sociales, parce que la société l'a historiquement exclu pour des raisons X ou Y. Donc, dans un contexte où les croyances sont maintenant subjectives, ben, vous risquez d'avoir des individus qui vont se dire, ben moi, mon identité subjectivement, je crois qu'elle a été discriminée dans le passé et maintenant je suis accusé d'un crime. Vous devez excuser une partie de mon crime en raison du fait que j'ai supposément été victime de discrimination. Donc, c'est une espèce de boîte de Pandore qui a été ouverte il y a 20 ou 25 ans. On s'en est pas rendu compte à l'époque, mais maintenant, on est vraiment la boîte nous explose en plein visage, et puis c'est difficile de dire comment on va être en mesure de stopper ce processus-là, parce qu'il semble que c'est comme une forme de cancer qui s'est lentement propagé au cours des 25 dernières années, puis là maintenant, le cancer a atteint un stade métastatique de stade 4, qui fait en sorte qu'on ne sait pas comment on va être en mesure de s'en sortir. Ce qui montre aussi que la société est complètement éclatée, il n'y a plus de normes, il n'y a plus de réalité objective, les mots perdent leur sens. Et ça, c'est une autre conséquence de ça, et donc c'est un signe illustratif que vraiment la société canadienne est extrêmement malade. Justement, par dire la société canadienne est extrêmement malade, est-ce que vous pensez que ces idées, je veux pas dire tous, là, ces identités de genre, c'est le fait qu'on puisse se définir comme peu importe qu'est-ce qu'on veut être, est-ce que ça ne cache pas en arrière certains troubles mentaux? Ben, écoutez, je pense que c'est Jordan Peterson, le psychologue, qui disait, il y a environ une quinzaine d'années de ça, expliquait que la possibilité statistique qu'une personne naisse non-binaire, c'est d'une chance sur je ne sais pas combien de centaines de milliers de fois. Donc, statistiquement parlant, vous devriez avoir un nombre très, très, très restreint d'individus non-binaires dans la société canadienne. Or, vous regardez les gens qui se déclarent non-binaires, je veux dire, le nombre est complètement disproportionné par rapport à ce que les statistiques en psychiatrie semblent démontrer. Donc, on peut légitimement penser qu'il y a beaucoup de personnes qui soit souffrent d'un trouble mental ou que les gens en quête d'attention, des gens très narcissiques, utilisent cette porte qui a été ouverte par les tribunaux depuis 20-25 ans pour exister. Parce que ça leur permet d'exister, ça leur permet qu'on parle d'eux et par la victimisation. Puis je pense que, je ne porte pas de jugement ici, mais on peut légitimement penser que dans le cas de certaines personnes qui ont fait parler d'eux ou d'elles au cours des derniers mois, je pense qu'on a affaire peut-être à des cas de gens qui sont extrêmement narcissiques et qui ont profité de cette porte ouverte pour qu'on puisse parler d'eux. Et ça leur fait extrêmement plaisir parce que on leur donne maintenant de l'attention Et des privilèges, exactement, qui en temps normaux ne devraient tout simplement pas exister. Parce qu'on l'a vu, il y a eu des gens qui ont été sentencés à des peines de prison, puis que tout d'un coup, ils s'identifiaient en tant que femmes pour pouvoir avoir accès à la prison pour femmes. Oui, exactement. Donc, ça pose évidemment énormément de problèmes. Parce que la même chose, par exemple, les individus qui veulent avoir accès dans des toilettes pour femmes où se trouvent des fillettes, des jeunes filles, ben, je pense qu'on peut aussi légitimement se poser la question, ne serait-ce qu'une personne qui déciderait d'utiliser cette identification subjective pour en réalité cacher des motifs beaucoup plus malicieux, ben, on peut être persuadé du fait que c'est effectivement le cas. Et donc, et lorsque vous avez des parents qui décident, par exemple, de se poster devant ces toilettes-là pour empêcher ces individus-là d'y avoir accès, immédiatement, c'est discrimination, je vais vous poursuivre. Donc, il y a une espèce de système juridique
qui a été mis en place qui tend à donner beaucoup plus de pouvoir à des individus qui peuvent être potentiellement mal intentionnés au détriment d'individus qui veulent tout simplement protéger leur personne ou celle de leurs enfants. Selon vous, comment on règle une situation de dérive comme celle-ci sans pour autant, admettons, discriminer des personnes qui sont réellement, mettons, transgenres, qui souffrent de dysphorie de genre? Comment on fait pour remettre la balance, remettre la pendule? Ouais, ben, c'est une bonne question parce que malheureusement, dans des situations comme celle-là, lorsque le balancier va trop loin d'un côté, la contre-réaction a toujours tendance à être très extrême. Puis malheureusement, puis en fait, je pense qu'on le voit aussi, les personnes homosexuelles sont victimes de cette contre-réaction-là. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de ces personnes-là sont aussi s'élèvent contre le wokisme parce qu'ils réalisent, écoutez, au cours des 50, 60 dernières années, on a combattu pour que nos droits soient reconnus, qu'on soit plus victime de discrimination. On a réussi. Maintenant, au Canada, je pense que l'homosexualité, là, c'est une réalité qui est parfaitement acceptée. La très immense majorité des Canadiens n'ont absolument aucun problème avec cette réalité-là. Mais le problème, ces personnes-là sont en train de réaliser que les dérives woke sont en train d'engendrer une contre-réaction qui les englobe également. Donc, faut pas se surprendre du fait qu'il y a une montée de l'homophobie contre les personnes gays et lesbiennes. Et pour elles, ces personnes-là, c'est une réalité qui est tout à fait nouvelle parce qu'au cours des 15-20 dernières années, ils ont été en mesure d'éliminer tous les tabous contre liés à leur orientation sexuelle. Et là, ils perçoivent qu'ils commencent à être victimes d'un début de contre-réaction. Donc, c'est extrêmement troublant. Maintenant, la solution, ça va être extrêmement difficile de trouver une solution équilibrée parce que c'est ça, c'est le principe du balancier. Et là, maintenant, le balancier est en train de revenir dans l'autre direction. Puis malheureusement, on va devoir s'attendre à une contre-réaction qui va être oppressante pour des individus qui, en raison de leur véritable réalité objective, devraient être reconnus et accommodés. L'idéologie de genre est en train de prendre trop de place au Canada. Nous avons une pétition à stopclassroomgrooming.com. Allez signer la pétition, partagez-la et faites entendre votre voix dès maintenant.